oui, t'as ton script et tout, toi. Moi, j'y vais à la one again et toi, t'as un script. Waouh. Okay. Bonjour à toi, cher Atelier Soul. Je te souhaite la bienvenue autour de ma table de travail, transformée ce jour en table à dinette. Et oui, j'ai trouvé une nouvelle invitée qui est venue parler avec nous autour d'une tisane et de quelques cookies. Je me permets, je te sers. Vas-y. Il s'agit de Julie, la photographe de la cabane au reflet que tu connais peut-être déjà puisque c'est elle qui a réalisé toutes ou presque les photos du site internet. Aujourd'hui, on parle de son métier, de l'importance de la photographie dans le deuil et particulièrement dans les souvenirs et les hommages. Vous écoutez un épisode du podcast Atelier Time, le podcast qui explore le deuil et la mort sous toutes les coutures. Atelier Time, Atelier Time, Atelier Time, Atelier Time, Atelier Time, Atelier Time. N'arrête jamais de prendre soin de toi. Salut Julie, comment tu vas aujourd'hui ? Merci pour ton invitation. Je vais super bien et je suis très bien accueillie. Donc, hâte d'échanger avec toi sur ce sujet qui est vaste, n'est-ce pas ? Effectivement, c'est le moins qu'on puisse dire. En général, la première question, c'est la plus difficile et après, tu vas voir, ça va tout seul. Et la première question, c'est est-ce que tu peux te présenter, dire à nos auditeurs un petit peu qui tu es et parler de la cabane au reflet ? Alors, je m'appelle Julie. J'ai 36 ans et toutes ces dents. J'ai 2 petites filles et je suis photographe holistique comme j'aime à le dire, et je suis spécialisée donc dans l'estime de soi, le contact au corps, la reconnexion surtout à son corps et la libération émotionnelle. Donc la cabane au reflet, c'est quoi ? C'est un rêve d'abord. En fait, c'est déjà toute une atmosphère, parce que quand on réalise les photos à la cabane au reflet, on est dans sa bulle, dans une bulle de nature. En fait, on a la nature pour studio. Et ce rêve est devenu réalité puisqu'aujourd'hui, mon studio est clairement une cabane au milieu de la forêt que j'ai achetée il y a plus d'1 an maintenant et qui accueille du coup les femmes principalement pour vivre des expériences autour du corps et qui crée des images de dingue. Voilà. Et je suis très fortement imprégnée, c'est pour ça que j'ai parlé de mes enfants, aussi de la maternité, qui fait partie, selon moi, des étapes de vie pour une femme où les émotions fluctuent, le corps se métamorphose et bien évidemment, on se réinvente. Quelle présentation absolument incroyable. Incroyable. Non, c'est vrai que la cabane, c'est effectivement un écrin de verdure absolument magnifique et merveilleux. Un petit peu hors du temps, un petit peu hors du monde, hein, complètement, pour pouvoir effectivement se reconnecter à soi et profondément, sincèrement. Donc ça, c'est vraiment très très chouette. Est-ce que tu peux dire un petit peu comment est-ce que tu en es arrivé là, ton parcours ? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi, voilà, pour que tu crées cet univers et tout ça ? Oh waouh. Tu veux dire sur quoi j'ai trébuché pour en arriver là ? Alors en fait, c'était pas forcément quelque chose de très fluide. Je fais pas partie de ces gens qui veulent vivre de la photographie depuis leur plus tendre enfance. Pourtant, j'ai toujours eu une attirance pour l'image, de manière générale. J'ai toujours fait des photos, je me suis toujours intéressée beaucoup au film, au cinéma. J'ai toujours dessiné. Donc pour moi, l'image est de manière générale un langage universel. Je disais pas ça à 6 ans et demi, qu'on soit bien d'accord. C'est quelque chose que je conscientise aujourd'hui. Et donc, quand j'étais plus jeune, j'étais plutôt omnibulée par mon activité extrascolaire, qui était la gymnastique. Et c'est important aujourd'hui parce que, en fait, ça a déjà sculpté la vision du corps que j'avais déjà de moi, mais du corps comme il devait être. Donc une image très musclée, très sain et surtout très maîtrisée. Et avec les années, je ne suis pas devenue entraîneur de gym malgré moi. Et finalement, je me suis formée à l'archéologie. Et ça a été une très 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 belle partie de ma vie.
où j'ai commencé à explorer, à voyager et à m'intéresser finalement à l'humain. Voilà, et ça imprègne beaucoup, beaucoup, beaucoup mes séances aujourd'hui, parce que forcément, quand on s'intéresse à l'homme, on s'intéresse aussi à son quotidien, à son mode de vie et inévitablement aux médecines, qu'elles soient spirituelles, qu'elles soient vraiment pour se guérir. Donc j'en suis venue à m'intéresser aux sorcières, j'en suis venue à m'intéresser à la spiritualité de manière générale et à toutes les médecines du monde. Voilà, donc ça aujourd'hui, ça imprègne énormément la cabane. Et la photographie, c'est venu parce que j'ai fait le choix du cœur un jour, j'ai choisi la famille et inévitablement, mon métier d'archéologie, je ne pouvais pas le pratiquer ici dans la région où j'étais. Donc, surtout que, je le précise, je suis formée en archéologie sous-marine. Donc, pour ceux qui ne sont pas trop mauvais en géographie, la région centre, c'est un peu bif-bof. Et du coup, j'ai tout de suite rebondi parce que c'est pas comme si des rêves, on n'en avait pas plein les poches. Hein. Et je me suis dit, finalement, je vais basculer. Et ce qui était une passion, un hobby, ça va devenir mon métier. Et surtout, je me suis donné l'opportunité d'essayer, de le vivre. Et ça a très bien fonctionné. Donc j'en suis ravie. Et aujourd'hui, j'en vis à plein temps. Voilà. Je m'intéresse toujours encore à plein de choses. Hein. C'est grave intéressant que tu sois passé par l'archéologie parce que je trouve que c'est un sujet qui me touche aussi par ce côté transmission d'héritage, tu vois, qui est un sujet inévitable quand on parle de mort et de deuil, j'ai envie de te dire. De ce côté de... en fait, ça pose vraiment cette question pour moi de qu'est-ce qu'on va laisser comme trace pour nos enfants de façon très directe, tu vois, mais aussi quelles traces on va laisser pour les autres, pour le monde, pour l'humanité, tu vois, ce genre de choses, ce genre de questions. Je trouve ça fascinant. Et ça mériterait, je pense, un épisode de podcast complet. Hein, voilà, Mais du coup, on va essayer de rester un petit peu quand même sur ton expérience et ton métier de photographe. Est-ce que déjà, toi, ça t'est déjà arrivé de recevoir des personnes en deuil qui t'en parlent de façon plus ou moins ouverte, ou voilà, tu sens qu'il y a eu un truc par rapport à ça. Et puis voilà, comment ça se passe? Alors, vaste sujet. Alors oui, il m'est arrivé plusieurs fois de recevoir des personnes qui avaient vécu le deuil. Des personnes qui venaient parce que elles commençaient à sortir la tête de l'eau après le deuil. Et puis des personnes qui avaient vécu le deuil et qui ne s'étaient pas forcément rendues compte que ça avait impacté leur quotidien. Et c'est finalement au fil des conversations, si je peux appeler ça comme ça, au fil de la séance où en fait on va libérer la parole et il y a des choses qui vont ressortir et on va mettre un peu le doigt sur tiens, ça c'est des choses qui me bloquent encore. Donc effectivement le deuil, on l'aborde d'une façon très... je vais pas dire très superficielle parce que ça fait tout de suite péjoratif quand on dit ça, mais le but là c'est pas d'aller forcément creuser autour du deuil, mais c'est d'aller voir comment ça a pu impacter notre vie aujourd'hui, comment ça peut impacter notre relation à notre corps, notre estime de nous-mêmes aussi, notamment pour les personnes qui viennent directement après un deuil. Alors quand je dis directement, c'est plutôt dans la phase d'acceptation. Parce qu'avant, quand on est dans le déni, on ne vient pas faire une séance photo, hein, on est bien d'accord. Et quoique, sur notre sujet, du coup. Mais on pourrait en parler, Zoé. Mais du coup, ce qui va être intéressant, c'est qu'après, il y a plusieurs phases où effectivement, on va avoir énormément de charge mentale. Alors, soit les femmes sont très attirées par l'image et à ce moment-là, on y va et on vit l'expérience à fond. Mais très sincèrement, la plupart des femmes que j'ai rencontrées étaient dans la dernière et en fait se rendre compte au fil des expériences, des mouvements du corps, de comment on va venir décristalliser des choses, qu'en fait il y a des phases qui ont peut-être été faites un peu vite et effectivement on va venir libérer un petit peu tout ça et on va venir créer du beau avec un corps qu'on a ignoré depuis tant et tant de temps. Chacun vit son deuil à la vitesse qu'il veut. Et ça va être intéressant aussi parce que l'estime de soi, ça va être aussi là qu'on va la travailler. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se sont littéralement oubliés. J'ai même des femmes
qui m'ont dit, en fait, c'était plutôt à moi d'être à sa place. Du coup, bah, tu vois, pourquoi je prendrais soin de ma santé, pourquoi je prendrais soin de mon corps, en fait, j'ai rien à faire là. Donc forcément, bah, quand t'as rien à faire là, bah, tu perds du sens, tu perds énormément de sens à ta vie, c'est difficile de se retrouver un chemin, de se réinventer. Donc voilà, on va finalement libérer un petit peu tout ça et on va le faire en plusieurs étapes. La médecine de l'image, c'est d'abord une phase de rencontre où on va parler de soi, de justement de ses dons, de pourquoi on est là, de ce droit à être là, inconditionnel, de la valeur qu'on a au même titre que Nadine ou Didier. Et, euh, et ensuite, on va venir créer. Donc forcément, l'étape de création, déjà, elle est un peu plus fluide parce qu'on se connaît. Et du coup, on s'amuse beaucoup plus. Et puis, vu qu'on va s'amuser, on va oser, on va... Moi, ce que j'adore, c'est quand une cliente me dit « Oh, et si j'essayais ça? Et si on faisait ça? Et tiens, j'ai acheté tel accessoire pour faire la séance. » Bah ça, c'est génial. Parce qu'elle s'approprie la séance et à partir du moment où elle se l'approprie, elle reprend le contrôle. Voilà, il y a un truc inconscient qui se fait. Et ça, c'est génial. Et là, alors la découverte, bien évidemment, des photos, elle est très accompagnée parce qu'il n'y a rien de magique. Et en médecine de l'image, on le fait ensemble. Et là, on va mettre le doigt sur les différentes émotions qui ont été capturées. Et là, il y a peut-être encore une fois des mots qui vont être posés sur des choses qui ont été ressenties corporellement parlant. Donc la médecine de l'image, voilà, c'est plein de choses, mais c'est un outil qui est super intéressant. Effectivement, je dirais même que c'est c'est tout un processus. Il y a tout un processus, toute une évolution, c'est une vraie aventure qu'on s'offre à soi-même, avec toi. Moi, j'avais en tête, quand tu parlais, d'un post qui m'avait marqué sur ton Instagram. Il me semble, tu vas me dire. Il me semble que tu avais partagé, alors évidemment, de magnifiques photos. C'est une évidence, sachez-le. Mais surtout un post qui parlait d'une maman qui avait perdu son bébé, donc du deuil périnatal, et qui était venue prendre en photo j'ai envie de dire preuves, tu vois, de sa grossesse. Les choses de son corps qui avait changé, qui avait évolué, qui avait engrammé quelque part cette grossesse, et puis du coup, effectivement, ce départ, pour avoir une trace, du coup, de ce qui s'était passé pour elle, et pour pouvoir peut-être aussi intégrer l'événement, et enfin, tu vois, la perte, etc. Est-ce que tu peux parler un petit peu de cette expérience ? Alors, ça, c'est des séances très intenses, mais que j'adore parce qu'elles donnent tout son sens au travail de photo et de médecine de l'image. Ça m'est arrivé plusieurs fois, en fait, en vrai. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, il y a une démarche qui est assez similaire. C'est déjà de venir faire une séance grossesse. Alors, quand j'en parle à des personnes qui sont complètement éloignées du sujet, ou en tout cas qui ne sont pas touchées directement, ils ne comprennent pas pourquoi. Et comme je le disais tout à l'heure, une grossesse, c'est un corps qui change, c'est des hormones qui dansent la gigue. Et c'est aussi psychologiquement quelque chose de très intense. Donc forcément, une maman qui, même quand elle le sait, parce que quand on fait une séance même une séance maternité, hein, au-delà de la médecine de l'image, la séance maternité, ça se fait à peu près à 8 mois de grossesse. Donc 7 mois pour être confortable. Normalement, elle le sait. En tout cas, les cas où ça m'est arrivé, un en particulier, elle savait déjà que ça allait mal finir. Et elle a quand même voulu faire sa séance grossesse parce que, comme tu le dis, elle a voulu garder une trace de ça. Parce qu'après, à part les cicatrices sur son corps, le ressenti, c'est presque comme si elle avait imaginé tout ça. Donc c'était très important pour elle. Et on est venu rajouter un rituel là-dessus. Et pour être très honnête avec toi, ça a aussi beaucoup inspiré. On a un chat qui tousse dans la pièce. On va le laisser reprendre sa respiration. Je ne sais pas si ça fait de l'ASMR. Donc, c'est bien, ça apporte de la légèreté, je trouve, à des sujets qui sont quand même très, très, très deep. Donc, cette maman-là, elle m'a beaucoup inspirée pour la suite, en fait, de mon activité parce que
c'est un peu grâce à une maman en particulier que j'ai voulu rajouter une vraie notion de ritualisation dans les séances de maternité. En fait, quand la personne arrive, moi je suis même pas censée savoir ce qui va se passer en fin de grossesse, tu vois. Alors bien évidemment, je leur demande si tout se passe bien, mais j'en ai parlé à une consoeur qui m'a dit, moi un jour j'ai dit alors la chambre du bébé elle était prête et tout, et en fait un peu boulette quoi. Alors je lui dis, les parents ne tiennent pas rigueur parce qu'on n'est pas censé savoir, mais pour autant voilà, il y a un vrai rituel qui peut se faire. Et bien évidemment, les parents avec qui on avait établi un lien de confiance pendant les séances, ces parents-là ont été amenés à me rappeler après quand l'accouchement a été déclenché, parce que c'est comme ça que ça se passe. Je ne rentrerai pas dans les détails parce que je ne suis pas sage-femme, mais voilà, le cœur de bébé peut être arrêté. En tout cas, dans plusieurs des cas, ça a été comme ça que ça s'est passé. Le cœur de bébé est arrêté et puis l'accouchement est fait quand même normalement, si je puis dire. Donc la maman vit pleinement un accouchement, c'est-à-dire les douleurs, c'est-à-dire la délivrance, tout. Et là, les parents m'ont demandé de venir pour faire les photos de leur bébé qui était décédé. Et alors ça m'a valu quelques petits commentaires après de gens qui n'ont pas du tout compris la démarche. Et je pense qu'on le comprend quand on le vit. Et d'ailleurs, je tiens à le préciser, il y a des associations qui existent pour ça, des associations de photographes. Vous pouvez vraiment faire appel à eux pour cette démarche-là. Et pour ceux qui ne le savent pas, les sages-femmes font des photos du nouveau-né à la clinique, l'hôpital. C'est un Polaroid, c'est une photo, je ne sais pas, mais de mes oui-dire, c'est une qualité moindre. Et c'est important parce que c'est ce qui vous reste de votre enfant. Surtout quand c'est des grossesses qui sont encore une fois presque à terme quoi. Là on parle pas d'un fœtus quoi, on parle d'un bébé que j'ai habillé. Et je me souviens d'une maman en particulier qui après avoir habillé son bébé et photographié son bébé m'a dit merci de l'avoir considéré. Et c'est une phrase qui m'est gravée dans la tête parce que je me suis même posé la question de est-ce que ça arrive que ça ne soit pas considéré ? Très émotionnant comme retour d'expérience et c'est très riche et en même temps très important parce que justement tu poses plein de sujets, plein de questions hyper fondamentales, vraiment importantes. La question effectivement du souvenir, de la photo et de la photo post-mortem. Je pense qu'effectivement elle est vraiment et profondément taboue, alors que c'est quelque chose qu'on faisait il y a quelques dizaines d'années de façon très... c'est la mode. C'est la mode, c'est presque un passage obligé. On en avait déjà parlé, je crois, dans un précédent épisode où je vous disais que c'était en fait normal de même mettre en scène le défunt à un repas de famille, par exemple, où sur la photo, tout le monde rigole, tout le monde mange, tout le monde machin, il y en a un qui dort. En général, il est plus là, quoi. Voilà, donc c'est assez particulier et ça a existé et ça devrait encore exister. Alors effectivement, peut-être pas aussi mise en scène. Je pense que c'est effectivement pas forcément... alors, j'ai pas envie de dire ça parce que c'est un peu particulier, mais ouais, c'est très particulier. On va rester là-dessus. Donc ouais, et ce côté aussi considération, il est hyper important. Le sujet du deuil périnatal, donc on l'a abordé d'ailleurs avec Laura, que tu connais très bien, sur le podcast. C'est un sujet qui est tellement difficile, je pense, qu'il est encore plus évité que le sujet lui-même du deuil et de la mort. Alors que, ça arrive, et même si on a fait des progrès de ouf en médecine, même si tout ça, on a encore... et même encore plus de difficultés à gérer ces situations-là.
Je voudrais préciser pour ceux qui ne savent pas au niveau de la théâtralisation du truc, de mon expérience, pour le coup, l'enfant, il faut bien imaginer qu'on ne fait pas du tout des photos comme on le ferait en studio avec un bébé emmailloté, tout ça. Alors, ça peut paraître évident, je préfère quand même le préciser, pour la simple et bonne raison que déjà, moi, j'arrive à la maternité, le bébé est né depuis à peine quelques minutes. D'ailleurs, je me souviens maintenant très bien de la sage-femme qui m'avait dit « Merci d'être arrivée aussi vite » parce que le cœur du bébé est arrêté dans le ventre de la maman. Donc, le corps se dégrade extrêmement vite. Alors, je parle de choses un peu dures là, j'avoue. Si vous êtes fragile, je vous tends un mouchoir virtuel. Mais donc l'idée, c'est quand même d'avoir une photo de bébé le plus rapidement possible et de manipuler le bébé le moins possible. Parce que qu'on s'entende bien, on touche la main du bébé, le bébé a un hématome directement. C'est vraiment rapide. Donc c'est pour ça que la manipulation, elle est très, très peu faite et très délicatement. Donc on fait les photos qu'on peut, mais c'est des photos qui sont extrêmement précieuses après pour le processus de deuil. Et la deuxième chose aussi dont je voulais parler, parce que tu as fait écho à Laura, c'est il arrive aussi que des fois, il y a un deuil qui doit être fait alors que bébé n'a même pas eu le temps de se constituer. Et c'est pas pour autant que la femme ne vit pas un deuil. Et ça, je renvoie à l'épisode de Laura qui sûrement en parle très très bien. Moi, je voulais vous parler de la photographie et d'une maman, justement, qui est venue réaliser une séance où on a fait un vrai rituel d'art-thérapie et de belly painting sur son ventre de maman, tout mou, qui a vécu une toute petite grossesse. Donc, c'était important pour elle aussi de conscientiser ce qui s'était passé dans son corps et de créer du lien avec cette petite âme qui est venue et qui est repartie. Même si, il n'y avait pas un bébé à prendre en photo. Donc, il y a plein de choses qui sont possibles du côté de la photographie et qui sont très précieuses pour ces personnes. Tu vois, c'est important, effectivement, de faire le disclaimer par rapport à ce dont tu viens de dire, mais en même temps, c'est profondément important que effectivement les gens se rendent compte de la réalité, de ce qu'on peut vivre. La réalité crue de la mort, je dirais. Tu vois, effectivement, ce côté fragilité, ce côté décomposition rapide d'un nouveau-né, etc., c'est effectivement des souvenirs qui doivent être faits dans l'urgence et dans une difficulté, je pense, extrême. Mais du coup, c'était un peu la question que j'allais poser parce que je sais que ce service-là se développe de plus en plus, de façon même plus globale, dans le sens où il y a de plus en plus de photographes qui proposent même de faire des séances un peu de la même manière que les mariages, mais pour les cérémonies d'obsèques, de mise en bière, etc., etc. Donc c'est très très spécifique, très très particulier, mais en même temps, je pense que c'est de plus en plus indispensable. Mais du coup, j'ai une question pour toi. Comment est-ce que toi, t'as vécu tout ça ? Parce que c'est quand même... voilà. Comment t'as géré et comment t'as vécu ça ? Alors, moi, ça a été une énorme surprise pour moi. Parce que quand mes clients me l'ont demandé, les 2 fois, c'était... en fait, j'ai même pas réfléchi. En fait, j'ai dit, mais bien sûr. Et quand ils m'ont demandé, mais on paiera, j'ai dit, mais non, mais c'est gratuit. Et à l'époque, je ne savais pas qu'il y avait une association qui proposait ça gratuitement. D'ailleurs, je vous ai retrouvé le nom entre-temps, pendant que Zoé vous parlait. C'est Souvenange. Donc si c'est quelque chose qui vous appelle en tant que photographe ou en tant que famille, voilà, ça existe. Et du coup, je me suis dit, encore heureux que j'ai pas fait payer, parce que là, pour le coup, j'aurais été vraiment une bâtarde. Mais disons que naturellement, j'ai eu la démarche qui était judicieuse à avoir à ce moment-là. Et quand j'en ai parlé à mon entourage, on m'a dit « Ah, mais je sais pas comment t'as fait, moi j'aurais dit non. » Mais en fait, je crois que je n'ai pas réfléchi.
Et bien évidemment que je l'ai fait le cœur grand ouvert. Et là, c'est mon mari plus qui était inquiet de me dire comment je vais la ramasser. En combien de morceaux je vais la ramasser, sachant que pour contextualiser, la première fois que ça m'est arrivé, j'avais un bébé de 6 mois. Ma petite Zoé n'avait que 6 mois, donc là, émotionnellement, j'étais un petit peu encore, moi, dans mon postpartum, donc je me suis dit, waouh, est-ce que je vais faire un transfert? Est-ce qu'il va y avoir un effet miroir? Et c'est là que je me suis dit, waouh, t'aurais peut-être dû réfléchir. Et puis, maintenant, avec les années, je te dirais, en fait, j'ai fait ce qui devait être fait, et je suis presque contente de ne pas avoir réfléchi, parce que j'aurais peut-être mis des peurs et des croyances limitantes dessus, alors que ça s'est bien passé. Est-ce que je peux dire le mot bien passé? En tout cas pour moi, c'est-à-dire que après je suis d'astreinte, c'est comme ça que ça se passe pour les photographes, un peu comme pour les reportages accouchement, hein, c'est un peu le même process malheureusement. On est d'astreinte, on attend, alors forcément il y a une date de déclenchement, donc c'est plus facile en tout cas de prévoir. Les parents m'avaient dit voilà, ça se passera entre tel moment et tel moment, il y en a un c'était de jour, l'autre c'était de nuit. Donc là, le sac photo est prêt à tout moment. Donc encore une fois, j'ai 2 enfants, dont une de 6 mois. Donc il faut que le barbu derrière, il soit d'astreinte aussi, du coup. Et puis si je peux raconter par exemple la première fois, c'était les parents m'ont appelé et m'ont dit ça va être voilà dans ces 48 heures-là. Et c'est arrivé en pleine nuit. Et heureusement, on n'avait pas les enfants à ce moment-là. On avait un peu anticipé le schmilblick. Et là, mon mari m'a dit tu vas pas y aller toute seule. Tu vas pas y aller toute seule, je vais t'accompagner parce qu'en pleine nuit, quand tu vas en sortir, tu vas rentrer à la maison. Et il dit ça serait bien que tu finisses pas dans le fossé quand même. Et il m'a accompagnée. Et alors, pour la petite anecdote, il m'a accompagnée. Il était, je sais pas, 1h30 du matin, un truc comme ça. Il avait amené sa guitare électrique dans la voiture. Ce qui m'a dit si ça prend 4 heures, je vais me faire chier. Donc lui, le transfert, ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu de... Lui, voilà, ça ne m'appartient pas, c'est ok. Donc il était en train de faire de la guitare électrique devant les urgences de l'hôpital, dans sa voiture. Et moi, bien évidemment, je suis arrivée avec mon sac photo le plus vite possible. Donc j'ai dû mettre 25 minutes à arriver. La sage-femme m'a accueillie et je m'en souviendrai toujours. Elle m'a dit « Est-ce que vous avez déjà vu un bébé décédé ?» Et je m'étais un petit peu préparée quand même pour la première fois. J'avais en image, j'avais pas vu en vrai, mais je m'étais un peu préparée. Et je suis arrivée, et là j'étais comme je sais pas, en autopilote quoi. Et là j'ai fait ce qu'il y avait à faire. J'ai tout de suite, je me suis dit, oh, imagine au niveau de mes mots, je fais une boulette pour les parents et tout. Et en fait non, ça a été hyper fluide. Alors les parents étaient bien évidemment dans un brouillard émotionnel sans nom. Mais voilà, on dialoguait, on échangeait. Je me souviens même avoir fait une blague sur le prénom du bébé parce qu'il m'avait fait croire qu'il cherchait encore et on avait vanné pendant la séance sur mettre un prénom sur ce petit bébé quand même. Et en fait, bon, bah, tout était brodé à son nom, donc je me suis dit, oui, vous foutez de ma gueule, en fait. Vous avez fait croire que vous n'aviez pas trouvé. Vous n'allez pas me faire croire que, voilà, qu'elle a fait de la broderie hier soir. Donc, bizarrement, ça a détendu le truc, c'était super. On s'est retrouvés comme à la séance grossesse, c'était très fluide. Et la sage-femme m'a demandé voilà, si j'avais besoin d'aide, si elle pouvait habiller le bébé, elle pouvait faire. Et je lui ai dit non, non, vous inquiétez pas, ça va se faire tranquillement, comme ça doit se faire. Et voilà, et après je les ai tout simplement laissés parce que le bébé doit être épargné un petit peu, surtout pour que la famille puisse aussi venir visiter. Et voilà, j'ai été ravie après de leur envoyer toutes leurs photos qui ont été... Alors la plupart du temps, c'est livré en noir et blanc parce que faut prendre en considération que la peau du bébé, elle est quand même elle est plus très rose. Et surtout, il y a très très peu de lumière à l'hôpital. Donc pour que les photos soient un petit peu qualitatives, j'ai fait des choix aussi, si je puis dire artistiques. Ça fait un peu bizarre de dire ça comme ça, mais le but est quand même de leur donner des belles photos. Voilà, ça peut paraître bizarre, mais il leur reste que ça, quoi. Alors, bien évidemment, les souvenirs de la grossesse, mais ils ont que ça. Donc, je suis sortie de là. Je me suis dit, c'est pas possible, je vais vomir. Tu vois, je vais sortir, l'émotion, je vais vomir, je vais m'effondrer, je vais pleurer. Et je suis rentrée dans la voiture et j'ai dit à mon barbu, est-ce que c'est normal de me sentir pas mal, quoi ?
Alors, j'étais pas au mieux, j'étais pas non plus pampélope, hein. Mais je m'attendais à vraiment m'effondrer, à presque vomir, tu vois, le somatiser, quoi. Et en fait, non. Et je me suis dit, peut-être que je suis capable d'encaisser des trucs comme ça. Peut-être que j'ai une gestion du stress qui se révèle à moi, je ne sais pas. Mais ça s'est bien passé. C'est pour ça que voilà, j'ai été amenée à le refaire. Mais ça s'est bien passé. Je l'ai bien vécu. Et après, j'étais très heureuse d'avoir pu leur offrir ça. Incroyable. Juste incroyable. Cette anecdote, c'est même toute une histoire que tu as partagée, elle est dingue. Déjà, même dans cette situation terrible, on peut rire, hein, avec une guitare électrique, quand même. C'est quand même important de souligner cet état de fait. Et je trouve que c'est vraiment génial parce que tu partages un truc que je pense souvent les endeuillés qui sont pas touchés directement par le deuil, parce que finalement t'as vécu le décès, t'as été confronté à ce truc-là vraiment de façon très très brute, très très proche. Tu as, je pense, c'est mon regard, hein, c'est vraiment la vision que moi ce que j'ai pensé quand tu as parlé de tout ça, c'est tu as réussi justement à en fait te sentir bien dans cette situation-là parce que tu étais en action et que tu avais un objectif précis et que tu pouvais offrir du réconfort, du bien-être direct aux parents. Et je pense que ça, c'est hyper fort. C'est évidemment indispensable pour tous les parents qui nous écoutent et même de façon générale pour tout le monde qui nous écoute. C'est les souvenirs et les marques de ces événements-là sont vraiment et profondément importantes. C'est aussi pour ça que je fais ce que je fais, mine de rien. mais ouais, je pense que c'est vraiment ce truc de... En fait, peu importe le deuil qu'on est en train de vivre, on a tous besoin, on ressent tous ce besoin de faire quelque chose. Juste même si c'est avoir le sentiment d'être présent pour la famille, pour ceux qu'on estime souffrir plus que nous, parce qu'il y a des fois c'est pas forcément le cas, mais d'être effectivement dans cette action, dans ce geste-là de dire je suis là en fait, vous n'êtes pas tout seul, si vous avez besoin, si je peux faire quelque chose pour vous, etc., c'est vraiment vivre ce truc-là sincèrement et profondément. Ce qui est hyper intéressant dans ce que tu viens de dire et qui m'a tout de suite touchée, c'est le fait de dire si vous avez besoin de quoi que ce soit. Pour le coup, la photo, c'est mon langage à moi. Quand je rends service à quelqu'un, parfois, c'est beaucoup plus facile pour moi de le faire à travers des photos que à travers peut-être autre chose. Et c'est intéressant parce que je veux juste préciser s'il y a des photographes qui sont amenés à écouter cet épisode. J'en parle beaucoup dans ma formation sur la médecine de l'image. Je transmets ma pratique et j'accompagne les photographes justement à pouvoir aussi vivre de cette merveilleuse pratique. Que des fois on a un petit syndrome de l'imposteur parce qu'on veut apporter une solution à la personne. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, et je pense que c'est pour ça que je l'ai aussi bien vécu, c'est qu'en fait, je suis venue là pour faire ce que je sais faire et pour les écouter et accueillir. À aucun moment, je leur ai donné un conseil, à aucun moment, j'ai essayé de solutionner quoi que ce soit. Les gens, souvent, quand ils vivent une émotion aussi intense que le deuil, mais c'est valable pour un petit peu tout, j'ai envie de dire, des fois, ils ont juste besoin de déposer, de pleurer, de se libérer et surtout d'être considérés. Et de venir chercher parfois des solutions, de venir donner un conseil à quelqu'un. Alors s'il est venu le chercher parce qu'on est accompagnante en deuil, c'est ok, mais ce que je veux dire par là, pour les proches, souvent, ou là en l'occurrence pour mon cas en tant que photographe, venir chercher une solution pour moi, c'est venir couper l'émotion, de dire attends, on va solutionner le truc, donc tu vas arrêter de pleurer. C'est comme tendre un mouchoir à quelqu'un qui pleure, c'est essuie tes larmes. Laissons-les pleurer.
accueillons, soyons là pour eux et n'essayons pas à tout prix de chercher une solution. Voilà, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse leur faire. Totalement. C'est totalement ça. Et c'est une belle façon de aussi, quand on est dans cette place-là, de vivre l'histoire un peu par... Alors pas par procuration, parce que c'est pas vrai, mais... Ouais, de vivre de façon très externe la situation que effectivement, alors là, en l'occurrence des parents, peuvent vivre. C'est aussi finalement s'autoriser soi à accepter la situation, accepter ses émotions, et puis d'être effectivement dans ce... je vais me servir de ce que moi je sais faire, et de ce que moi je peux faire, pour vivre ce truc-là, et peut-être effectivement faire. Je suis toujours et beaucoup dans le faire. Hein. Mais surtout de les accompagner, en fait. Et vraiment de ce truc-là de soutien... et de, voilà, comme les gens qui viennent à des obsèques, qui viennent parfois et souvent plus pour la famille que pour les défunts. Donc vraiment, c'est ces actes-là qui sont vraiment chouettes et vraiment importants quand on vit un deuil, peu importe lequel et à quel niveau. Est-ce que tu arrives encore à discuter avec ces personnes-là de ce que vous avez vécu ensemble, du coup, que vous avez partagé ? Quel genre de retour tu peux avoir de ces parents-là ? Alors ça dépend des personnalités, bien évidemment. Il y a une famille avec qui voilà, on discute beaucoup. Et d'ailleurs, c'est très marrant parce qu'on arrive très facilement à intégrer bébé à la conversation. Pour moi, elle est maman de 3 enfants et c'est comme ça. Il y a d'autres familles où on n'en parle pas particulièrement, mais en même temps, voilà, c'est leur chemin et ils savent qu'ils peuvent... De toute façon, ils m'ont déjà dit que j'avais une place assez particulière quand même dans leur vie, parce que j'ai été peut-être plus au front, si je puis dire, que certains membres de leur famille. Donc forcément, je les connais dans une vulnérabilité et une intimité qui est très particulière. Donc on n'en parle pas particulièrement, mais je suis très contente parce que ils ont eu un autre bébé derrière. J'ai fait la séance grossesse, la séance naissance, tout ça. Donc voilà, ils ont une place particulière dans mon cœur, mais voilà, on n'est pas... Voilà, chacun fait en fonction de sa vie et de ses... C'est des gens aussi très timides, donc voilà, je respecte aussi les personnalités de chacun, mais oui, il y a des personnes pour qui c'est pas du tout tabou et j'ai conscience d'avoir vécu avec eux quelque chose d'assez fou, quoi. Et du coup, il y a 2 sujets qui me viennent en tête. Qui, effectivement, tu dis que certaines personnes de leur famille ont effectivement pas été au front, et j'aime bien cette idée-là parce que, effectivement, voir un tout petit dans un cercueil, même s'il est préparé, même s'il a été un peu maquillé, etc., c'est quand même très très dur, très très particulier. Moi, enfin voilà, c'est totalement ok qu'on n'ait pas envie d'aller lui rendre visite, d'avoir envie d'être là pour les parents, mais pas de s'infliger ça. Je sais qu'il y en a qui en ont besoin, mais c'est un rappel important que je n'arrêterai jamais de faire. Tant qu'on se respecte dans ce processus-là, c'est ok. Si vous n'avez pas envie d'aller voir votre défunt, n'allez pas le voir. Si vous en avez besoin, allez-y. Vraiment, tout est ok, vous êtes libre à tous les niveaux à ce sujet-là. Et puis, il y avait un autre point que je voulais aborder, c'est le fait que le deuil périnatal soit profondément tabou au point de changer de trottoir quand on rencontre une maman qu'on sait qui a perdu son enfant. En fait, ça, c'est violent. Je pense que je prêche des convaincus parce que si vous êtes arrivé jusque-là et que vous nous écoutez aujourd'hui, c'est que vous n'êtes pas novice avec ces sujets-là. Voilà. Vous n'êtes pas... vous savez à peu près à quoi vous attendre quand vous venez sur Atelier Time, dans le sens où on parle de la mort, on parle du deuil, et on parle parfois de façon très crue, comme avec Julie. Et
le deuil périnatal, il amène parfois à cette violence-là de la part de l'entourage, qui est pas réellement justifiée, dans le sens où, en fait, c'est normal que vous... encore une fois, c'est vraiment mon avis à moi, profondément. C'est normal que vous ressentiez beaucoup, beaucoup d'émotions, beaucoup de gêne aussi vis-à-vis des gens qui ont pu vivre ce drame-là. Ça n'aide personne de les ignorer, en fait, et de faire comme s'ils avaient la peste, presque. Parce que vraiment, il y a des fois où ça peut être aussi violent que ça. Si ça vous gêne vraiment trop, si c'est vraiment compliqué pour vous, c'est pas les éviter qui sera la solution, c'est faire comme si de rien n'était. Ça sert à rien de changer de trottoir. Dites juste bonjour. Ça suffit, en fait. Il n'y a pas besoin de plus. Vous n'avez pas la responsabilité de soulager ces gens. Vous n'avez pas la responsabilité de supporter leur douleur non plus. Juste restez vous-même, en fait. Restez humain, restez poli, tout simplement. Ça me paraît fou de dire ça, mais c'est vraiment ce que je ressens par rapport à ça. C'est pas parce qu'on a perdu son enfant, son bébé, son fœtus, ou son enfant adulte d'ailleurs, que on devient quelqu'un de différent, qu'on perd de la valeur, qu'on a fait une erreur, que voilà, on peut pas se permettre de juger. On peut pas se permettre tout ça, en fait. Donc juste, rester bienveillant. Ça paraît complètement bateau de dire un truc comme ça, vraiment, ça me paraît fou, mais c'est vraiment ce que je ressens. Alors, c'est très marrant parce qu'on m'a posé une question il n'y a pas longtemps sur mais est-ce que ça marche vraiment la médecine de l'image? Alors, en fait, il n'y a pas de ça marche pas, comment, voilà. Déjà, ça dépend de chaque individu. Il y a quelque chose qui est très important quand je fais une séance. Là, je vais parler de la médecine de l'image parce que bien évidemment, le deuil périnatal, on n'a pas tellement de temps de réfléchir. Mais quand je fais une séance de médecine de l'image, il y a vraiment un appel téléphonique ou un échange qui se fait avant pour voir si la personne, elle est consciente de ce que ça représente, si elle connaît les tenants, les aboutissants de la séance, voilà, ce qu'elle est amenée peut-être à vivre ou pas, jusqu'où elle est prête à aller, tout ça. Et ça m'est déjà arrivé de dire à une personne, on va attendre un peu. Bonjour. Plusieurs fois. D'ailleurs, plusieurs fois, je pensais même pas à toi. Ça m'est arrivé donc plusieurs fois de dire à une personne, on va attendre un peu, c'est ok. Parce que, bien évidemment, qu'une séance photo, avec justement ce penchant-là derrière très, très initiatique, très ritualisé et très transformateur, ça représente une implication des deux personnes, c'est-à-dire presque 50-50, autant de la photographe que de la personne prise en photo. La personne prise en photo, si elle attend, tu sais, comme dans Matrix, la pilule bleue, la pilule rouge, paf, tu prends ça, ça y est, c'est magique, on t'a ouvert l'esprit, tout est plus clair. Alors, désolée, mais c'est pas comme ça que ça marche. D'ailleurs, le développement personnel, de manière générale, si on parle de cheminement, c'est que c'est pas un saut dans le vide, hein, c'est un cheminement, quoi. Et du coup, pour moi, il faut effectivement en face que la personne, il y ait une véritable implication. C'est pour ça que je dis souvent, c'est un investissement en vous-même. Financier, mais en temps aussi, en temps, en énergie, et on y va, et on ose. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure que quelqu'un qui commence à prendre le contrôle de la séance, c'est canon, parce que ça veut dire que ça y est, elle s'investit. Elle est en train d'y mettre aussi son énergie, sa créativité, et ça, c'est important parce que ça va forcément impacter la puissance des photos. Alors, pas forcément la beauté, parce que moi, je prends des jolies photos. Hein, on va pas... J'ose le dire, allez. Je prends des jolies photos. Mais c'est surtout qu'effectivement, l'émotion ne va pas être la même, le mouvement ne va pas être le même. Moi, j'ai des séances où les femmes, elles éclatent de rire, elles pleurent, et d'avoir une variété d'images comme ça, avec un panel d'émotions, avec du mouvement, c'est parce qu'elles sont données à fond dans la séance. Et ça, c'est génial, et ça va forcément être impactant quand on va les regarder.
Ça demande aussi une implication de la part du photographe. Et encore une fois, c'est un truc que je transmets dans ma formation en médecine de l'image parce que souvent, le photographe, d'ailleurs, moi, mes débuts, c'était un peu non, mais je vais mettre de loin, je suis en lumière naturelle, voilà, je vais les laisser un peu faire leur vie, comme ça, les photos, elles seront authentiques. Non, ça, c'est du bullshit. Ça, c'est parce que toi, tu as peur de prendre ta posture. Moi, quand je vois qu'il y a une femme qui veut aller dans une direction et puis que quand je lui pose une question, elle n'ose pas utiliser certains mots, je vais aller lui dire et pourquoi tu n'es pas fière? Pourquoi tu ne dis pas ce mot fierté? Et là, soit elle arrive à le dire, soit elle fond en larmes. Et on va en parler. Et c'est important, en fait, d'accompagner, de prendre cette posture et d'aller... Alors, non pas de créer le trauma chez sa cliente, mais d'aller chercher un peu l'inconfort. Parce que forcément, une personne qui vient travailler la médecine de l'image, 99% de mes clientes ont une carapace de malade. Soit ça se voit physiquement parce que j'en ai beaucoup qui sont en surpoids parce que voilà, c'est leur carapace à elles. Soit c'est des personnes dans la vie de tous les jours, on se dit oui mais alors Chantal elle est hyper froide. Non, ça s'appelle une carapace. Donc il y a plein de choses qu'on va aller déconstruire. Et d'ailleurs avec le deuil, il y a des mots des fois qu'il faut arriver à poser, qu'on n'arrive pas à poser. Donc on va aller bouger son corps, on va aller faire des choses. Et on va aller peut-être justement utiliser la photo comme un langage. Et à partir du moment où les deux personnes comme ça sont investies, oui, ça marche. Inévitablement. Et c'est pour ça que je te disais au préalable que c'est important de cerner aussi en tant que photographe à quel moment du deuil on est. Parce que forcément, une femme qui est en colère, on va pas du tout faire les mêmes séances de libération, de mouvements, de décristallisation des émotions, je vous fais crier dans la forêt, enfin vraiment, on va pas libérer les mêmes choses que quelqu'un qui est dans l'acceptation et à qui on va apporter plus d'amour de soi, de réconfort, de choses comme ça, ou quelqu'un qui culpabilise. Donc il y a vraiment un processus qui est important pour personnaliser la séance, évidemment, et en fait, si la séance elle est personnalisée, à ce moment-là, c'est plus impactant et donc ça peut marcher. Donc oui, ça demande de l'implication et si ça marche pas des fois, c'est très intéressant, je le précise. Nous, on donne un outil et cet outil-là, des fois, la personne, elle s'en sert, mais ce qu'elle va bâtir avec, ça va prendre du temps. Les gens, ils font une yourte ou ils font une cathédrale, ça ne m'appartient pas, n'est-ce pas? Et puis ça dépend du deuil, ça dépend de ce qu'elle a vécu dans sa vie, parce qu'il y a le deuil, le fait de perdre quelqu'un, mais il y a plein d'autres deuils qu'on aborde. Donc, des fois, les photos, elles sont impactantes 6 mois, 1 an après. Et c'est ça qui est génial, que je trouve très puissant dans la photo, c'est que par rapport à des mots qu'on va poser chez une psy, par exemple, ou des choses qu'on va venir travailler avec le massage, par exemple, le contact au corps et de venir peut-être fluidifier certaines choses, la photo, c'est un truc qui vous reste. Et on l'a dit, c'est important, des fois de réactiver des choses dans le cerveau grâce à l'image. Donc oui, pour répondre à ta question, ça peut fonctionner, bien évidemment. Sinon, je le ferais pas. T'as essentiellement parlé de ce fameux rapport au corps et de ce fameux rapport à soi, qui est évidemment les bases de ce que tu fais. Mais je sais, de sources très sûres, que parfois, il se passe aussi des choses un peu plus spirituelles, un peu plus magiques, un petit peu plus... un peu au-delà, un peu méta, un peu métaphysique, on va dire ça comme ça. Je trouve que l'expérience de vivre un deuil, de vivre la mort d'un proche, c'est l'expérience la plus spirituelle et la plus méta, qu'on soit athée, croyant ou pas, et qu'on puisse vivre dans notre vie. Donc voilà, mais je sais, voilà, raconte-nous ce qui peut se passer et qui fait lien du coup, qui relie un peu les personnes que tu prends en photo avec leur histoire et avec leurs défunts. Tu me plais. Là, on va aller dans des sujets qui me plaisent. Alors, bien évidemment, je n'ai pas que des personnes très spirituelles qui viennent à moi, mais encore une fois, quand on embrasse un petit peu toutes ces choses-là, on attire les clients qui nous correspondent et j'ai des super clients pour ça. Généralement, même quelqu'un qui n'est pas très spirituel,
Et moi, alors quand je parle de spiritualité, moi pour le coup, je suis quelqu'un de très animiste, donc je parle pas particulièrement de religion, mais plutôt de connexion à tout ce qui nous entoure. Même les personnes qui sont pas particulièrement attirées par ça ou qui l'ont pas implémenté dans leur quotidien, quand ils vivent un deuil ou quand ils sont dans des périodes très transformatrices dans leur vie, ils y viennent, ils touchent un peu du doigt le truc et en séance, on arrive à avoir des signes. Alors, je dis ça, bien évidemment, c'est pris extrêmement au sérieux, mais c'est très marrant comme les gens me disent « Ah, mais c'est un signe !» Mais tellement. Et là, je sais qu'effectivement, on va rajouter mais tellement de connexions dans la séance, tellement de connexions entre les personnes qui sont là, qui sont pas là. Et ça va être encore plus fort. Donc il m'est arrivé plein de choses en séance, mais la première qui me vient en tête, c'est une jeune femme justement qui était en train d'oser mettre des mots, et on était sur une séance femme sauvage d'ailleurs. Elle était presque nue d'ailleurs dans la forêt. C'était en tout cas artistiquement parlant, c'était juste canonissime. Et à ce moment-là, elle a commencé à poser des mots sur des choses, et il y a eu du vent. Et alors là, forcément, on y met de la conscience, on y met une symbolique, on y met des choses. Et on est venu créer du lien avec une personne qui était partie. J'ai une autre anecdote comme ça aussi qui me vient. C'est une jeune femme qui est descendue de Paris pour faire sa séance grossesse, maternité, tout ça avec moi. Et elle me dit, est-ce que je peux venir avec ma maman ? Alors déjà, moi, à partir du moment où on crée du lien... surtout dans la sororité, je suis plutôt fan. Donc je dis, mais bien sûr, allons-y, on va faire une séance un peu particulière. Et donc on y va, on fait la séance, et à un moment donné, elle me dit, voilà, j'ai amené un vêtement. Alors je ne nommerai pas ce vêtement pour pas que vous retrouviez la personne dans mon feed. Mais elle me dit, voilà, j'ai amené un vêtement un peu particulier qui appartenait à mon grand-père. Est-ce qu'on peut faire des photos de moi enceinte avec ce vêtement ? Alors, trop cool, on y va. Moi, de toute façon, à partir du moment où, encore une fois, vous vous appropriez la séance et vous venez y mettre de la profondeur, du lien, ça fait des photos, mais beaucoup plus puissantes, bien évidemment. Et l'expérience photo, elle est vécue... la photo, c'est la cerise sur le gâteau, finalement, on s'en fout. L'expérience était juste dingue. Et donc là, on commence à faire cette séance-là. Donc la maman est bien évidemment émue, puisque c'est le papa de la maman. Et là, je vois que déjà, il y a de l'émotion, il y a de la conscience, on fait la photo, et une coccinelle vient se poser sur le ventre de la maman. Ah bah là, je les ai perdus. Hein. Là, sortons les mouchoirs. Bon, je ne l'ai pas fait en l'occurrence, parce que vous savez que je n'aime pas couper les émotions des gens, mais voilà, c'est des choses où, en fait, tu vois, on part d'une séance grossesse basique, et finalement, la personne, comme tu le disais tout au début, en fait, elle vient pas forcément pour le deuil, mais elle va venir intégrer quelqu'un qui est parti à un moment de sa vie qui est important. Et en fait, ce qui a été génial, c'est que du coup, elle l'a intégré par le vêtement. Ça aurait pu largement suffire déjà. C'était magnifique. Et en fait, on est venu rajouter un petit peu de spiritualité là-dessus avec un petit geste de la nature. Et ouais, c'était fou. Donc oui, l'imprégnation du spirituel, elle est un petit peu tout le temps là. Comme d'ailleurs quand on fait de la peinture corporelle, on vient rajouter en fait un rituel. C'est pas spirituel comme les gens l'entendent avec vraiment sacrifier une vierge ou... Non, n'allons pas jusque-là, calmons-nous. Des fois, de simplement venir ritualiser les choses, de poser des mots, faire une lettre qu'on va brûler, ça m'est déjà arrivé de faire écrire sur un tissu qu'on va accrocher à un arbre pour qu'effectivement l'élément de l'air puisse, tu vois, diffuser cette pensée, peut-être l'amener à la personne qui n'est plus là, pourquoi pas. De venir ritualiser tout ça, d'y rajouter un peu d'impalpable. Je trouve que voilà, ça rend l'expérience photo beaucoup plus intense et beaucoup plus waouh, quoi. Les photos en sont d'autant plus impactées et sont beaucoup plus puissantes, parce que tu regardes la photo, forcément tu vois tout le rituel que tu viens de faire, quoi. Donc voilà, c'est magnifique. Ou que j'ai hâte.
parce que j'ai repris une séance, j'ai une deuxième séance avec Julie à faire qui va être un petit peu plus créative, artistique, tout ça, donc c'est trop bien. C'est vrai que c'est hyper important ce truc de... Enfin, je dis important parce que c'est ce que je fais. ce truc d'arriver à se relier avec notre histoire, avec nos défunts, avec tout ça, et de façon symbolique, et ce truc de le faire dans la matière. Voilà. Et c'est ma dernière question. Oh. On en a déjà parlé, mais j'aimerais bien que tu l'évoques ici. Que tu partages un petit peu aux auditeurs ce que tu penses du concept de cultivatrice de souvenirs. Ça ne sert strictement à rien. Enfoiré. C'est nul. Non. En fait, là, ça va inévitablement pour moi toucher mon âme d'archéologue, si tu veux. C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose dont je parle aussi dans mes séances photos. C'est qu'est-ce qu'on laisse ? Qu'est-ce qu'on laisse si demain notre société, elle s'éteint d'un coup, que quelqu'un trouve nos objets ? Qu'est-ce que ça dit de nous ? C'est pas ouf. Je crois que c'est pas. Je crois que globalement c'est pas ouf. Et puis dans 2000 ans, qu'est-ce qui va vraiment rester ? Parce que le plastique, parce que des objets dont on prend pas particulièrement soin. Pour la petite parenthèse, j'ai acheté ma forêt il y a 1 an et demi. J'ai acheté une maison avec, et on a pris conscience à quel point la génération qui nous précède, voire celle même d'avant, prenait soin des choses. Prenez soin des objets, prenez soin des matières. Et c'est des objets qui restent, du coup, inévitablement, qui portent plein de choses. Et nous, on laisse quoi ? Nous, c'est pas dingue. Donc, il y a autre chose qui me tient très très à cœur, et là, c'est mon petit côté un peu féministe aussi. C'est en tant que femme, d'oser, de faire les choses. Quand on a des choses qui nous tiennent à cœur, on y va. On en prend soin, mais surtout on l'inscrit dans la matière, soit par la création d'un objet, soit en le vivant à travers une séance photo, peu importe, mais il faut qu'il y ait des choses qui soient créées. C'est pas le tout de conscientiser, d'en parler, de papoter dessus avec sa psy, tout ça, bien que ça soit juste indispensable, mais ce que je veux dire, c'est que n'hésitez pas après à aller inscrire les choses dans la matière, vraiment, parce qu'en fait, les femmes ne le font pas. Les femmes ont une énergie très yin, très intériorisée, on est dans l'introspection, on est beaucoup dans le mental. Et là, je mets au défi une femme qui écoute de me dire « Non, moi, je comprends pas. Je suis pas du tout dans le mental. Je n'ai pas de charge mentale d'ailleurs au quotidien. Ça, c'est un mot qui m'est inconnu. » Non, c'est faux. Et du coup, je l'ai ressenti, moi, en tant qu'archéologue, en tant qu'historienne. C'est-à-dire que l'histoire, c'est history. Is story, c'est-à-dire c'est l'histoire des hommes écrite par les hommes pour les hommes. Et aujourd'hui, quand on veut des informations sur les femmes, bon, à part celle qui est allée sur la Lune et l'autre qui a inventé l'eau chaude, c'est compliqué d'avoir des histoires des femmes du quotidien. Et je pars du principe que, voilà, ma grand-mère était une femme du quotidien, ma mère est une femme du quotidien, et pourtant, elles ont autant de belles choses à raconter, de choses inspirantes, d'expériences à me partager qui, moi, sont des sagesses qui me font avancer. Donc, aujourd'hui, ma grand-mère maternelle n'est plus là. Et je me dis, bah voilà, c'était une femme qui faisait du tricot, qui donnait des pulls à des associations. Aujourd'hui, il ne me reste plus grand-chose d'elle. Et j'ai ce regret-là. Aujourd'hui, j'aimerais, et ça me tient à cœur d'ailleurs que mes filles aient des choses avec leur grand-mère, parce qu'il faut inscrire les choses dans la matière pour qu'elles restent. Alors je dis pas que vous allez oublier les personnes qui sont parties, mais ça, c'est horrible à dire, mais ça s'efface un peu, ça s'estompe, ça... Il faut inscrire les choses dans la matière pour qu'elles restent. Et si vous voulez pas marquer l'histoire, c'est ok, mais quand même, gravez des choses pour votre histoire familiale, déjà, votre propre histoire. Voilà, c'est important. Donc, pour répondre à ta question,
C'est génial. C'est génial. Ouais, c'est génial, c'est fort. En fait, à partir du moment, et je pense que ça, c'est valable pour tous les métiers, à partir du moment où on va pas juste faire, on va aller rajouter une histoire, une substance, une réflexion avec les matières, avec ce qu'on va... on peut pas se tromper. On peut pas se tromper parce qu'en fait, on fait les choses avec le cœur et pour le cœur des autres. Donc, on peut pas se tromper. Voilà. Je trouve que c'était un peu une punchline, ça, non ? Grave, je la mettrai en reels, t'inquiète. Eh ben écoute, je te remercie. Vraiment, ça fait déjà 1 heure qu'on parle. Waouh. Ouais, ça fait déjà 1 heure, ça passe vite, hein, mine de rien. En tout cas, quand on y est, nous, ça passe vite. Hein. Je sais pas pour vous, les auditeurs, mais nous, on apprécie. Est-ce que tu aurais un petit mot de la fin, un petit conseil, un petit message à faire passer par ici pour les auditeurs qui nous écoutent ? Parce que tu en as déjà donné beaucoup hein, dans la dernière réponse. C'est vrai. Pour ça, il faut que je me renouvelle. Alors, c'est toujours la question un petit peu challengeante. Hein. On va pas se mentir. On va essayer de... Voilà, je vais pas vous faire une phrase... Pinterest, n'est-ce pas ? Non, je vais simplement peut-être parler de ce qui résonne pour moi au quotidien et ce qui va du coup résonner avec le sujet du deuil. Parce que, pour contextualiser un petit peu, c'est que en fait, je me suis rendu compte que les choses que j'ai faites dans ma vie, les grandes étapes, des fois j'ai osé sauter parce qu'il y a eu la maladie, il y a eu le deuil, il y a eu quelque chose qui s'est passé d'extrêmement fort comme ça, où tu te dis en fait, ça ne tient qu'à un fil. Et des fois, c'est même pas des proches, c'est juste des personnes qu'on connaît, d'amis. On n'est pas directement touché par le deuil, mais on prend conscience de la fragilité de certaines choses. Donc, mon conseil, ça serait n'attendez pas. N'attendez pas qu'une personne vous rappelle que la vie ne tient qu'à un fil et que chaque moment est précieux. Donc, osez, allez-y. Au pire, ça marche pas et on essaye autre chose. Parce qu'on est des êtres doués d'intelligence, n'est-ce pas ? Donc, on en est capable. Voilà. Donc, osez, vraiment. N'attendez pas que la mort vous rappelle qu'elle est au bout de la vie. Bravo, trop bien. Incroyable. Et je n'ai rien préparé. C'est un truc de fou. C'est beau. Écoute, merci beaucoup pour ta présence, pour ce moment absolument fou, incroyable. Je pense que cet épisode va beaucoup plaire, évidemment. Moi, en tout cas, je me suis régalée. J'invite évidemment et très fortement tous les auditeurs à te rejoindre sur ton Instagram et à découvrir tout ce que tu fais sur ton site internet, sur les réseaux principalement. Et puis, je crois que tu as un projet un peu sous le coude qui pourrait faire le lien avec cet épisode. Il me semble que tu m'as parlé d'un podcast que toi tu aurais envie de faire. Est-ce que tu vas le faire ? Est-ce que les auditeurs, les Ateliers Soul vont pouvoir te retrouver sur ton propre podcast bientôt ? Il sort quand l'épisode ? Dans 15 jours. Ah ouais. Non, dans 15 jours. Ok. Ah là là, tu me challenges parce que le fait là de l'inscrire dans la matière, dans vos petites oreilles, fait que voilà, ça va m'obliger à me lancer. Alors bien évidemment, oui, le projet est dans les tuyaux. Je ne l'ai pas lancé là cet hiver parce que j'ai lancé ma propre transmission, ma propre formation en médecine de l'image. Ce qui m'a pris beaucoup d'énergie et m'a donné beaucoup de plaisir. Donc je forme aujourd'hui les photographes à ma pratique et je les accompagne là-dedans. J'ai aussi énormément de projets de reportage à l'étranger où je documente des événements bien-être. Donc tout ça, c'est des beaux projets et ça prend beaucoup de temps. Donc le podcast arrive, tous les idées de sujets, les personnes à interviewer sont déjà sur le papier. Le micro est acheté, ne vous inquiétez pas, tout est prêt. Mais voilà, il va falloir que je prenne le temps de m'asseoir et de vous partager tout ça. Donc oui,
Et il a déjà un nom? Ah, c'est la médecine de l'image. Ça sera le podcast médecine de l'image. Trop bien. Parce que j'ai envie de rester sur quelque chose qui est signature. Voilà. Bon, et ben en tout cas, les amateurs de beaux feeds Instagram vont se régaler avec le tien, Julie, puisque voilà, c'est du pur kiff d'aller scroller sur uniquement son compte. Voilà, sachez-le. Si tu te sens concerné, toi qui nous écoutes, va la rejoindre immédiatement. Je te mets évidemment, et comme d'habitude, toutes les infos en description. Merci encore. Quant à nous, chers auditeurs, chers Ateliers Soul, je te rappelle qu'il est important de t'abonner à ce podcast pour qu'il grimpe petit à petit dans les référencements sur les plateformes d'écoute. Et je t'invite aussi, surtout si cet épisode t'a fait penser à quelqu'un en particulier, à le partager comme un petit message de soutien de ta part. On se retrouve dans 15 jours pour la prochaine émission où j'accueillerai Vanessa, une créatrice qui, comme moi, travaille le souvenir, on peut le dire, mais avec une matière un peu différente. Elle travaille pas le tissu, elle vient nous parler de ses œuvres en papier. D'ici là, on se retrouve sur les réseaux sociaux. Tu peux aller découvrir mon travail de cultivatrice de souvenirs sur mon site internet atelier.fr. Et en attendant, n'arrête jamais de prendre soin de toi. Merci de ton écoute. Pense à partager et à noter cet épisode.